Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeux. Notre premier invité, Maître Océan Févry, qui répondra à nos questions sur le départ de la MINUSTAH, l'entrée en scène de la MINUJUST et la crise politique. Notre deuxième invité, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degeer, qui sera interrogé sur les dossiers liés à la coopération entre l'UE et Haïti, et également les projets financés par l'Union européenne au bénéfice d'Haïti et de la République dominicaine. On parlera également des turbulences politiques que connaît le pays avec l'ambassadeur Vincent Degeer. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon Mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, contre-maître, boss, designer, au soir, maître caille. Éco de pour gain, tout sans besoin, pour construire, j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Petit rangé, beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille frais. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors encore une fois, bienvenue à l'émission Enjeux. L'un des invités à notre émission aujourd'hui, Maître Océan Févry. On va parler du déploiement de la MINUJUST, du départ de la MINUSTAH, parler un petit peu de la situation globale dans le pays. Maître Févry, bonsoir. Eh bien, bonsoir Rothschild et salut à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le pays. Et j'estime que la situation telle que nous pouvons l'observer, la regarder, l'analyser, elle est en crise. C'est une situation de crise à la fois politique et sociale. Les hommes d'église ajouteraient aussi une crise morale à caractère spirituel et religieux. Donc c'est un pays en crise et le mot crise au pluriel. Alors, Maître Février, on va commencer tout d'abord avec le dossier de la MINUSTAH. Dès le déploiement de la MINUSTAH, vous étiez quand même très allergique à la présence de cette force onusienne en Haïti. La MINUSTAH est partie. Est-ce que vous êtes satisfait? Non. Je ne sache pas qu'un patriote puisse se sentir satisfait devant les insultes répétées qui sont prorogées par l'arrogance d'un Conseil de sécurité des Nations Unies et depuis 1945 qui essaie de jouer le jeu de poids de mesure dans les relations internationales. Et je ne sache pas non plus qu'il y a un Haïtien conscient qui a sucé la substantifique moelle de l'enseignement du père fondateur Jean-Jacques Dessalines, puis se sentir heureux, à l'aise avec cet encombrement que j'ai appelé depuis environ 14 ans une anomalie, ou plutôt un ensemble d'anomalies. Le professeur Maniga l'avait dit, nous l'avons répété, Hubert de Ronskey l'avait dit, et les patriotes de ce pays, ceux qui sont conscients, qui ne sont pas seulement des patriotes dans les salons ou des révolutionnaires de salon, nous l'avons dit dès le départ, que la MINUSTAH est une force d'occupation. Et il a fallu attendre les analyses de la presse américaine, française et autres, NBC, ABC, CBS, pour répéter que la MINUSTAH est une force d'occupation. Mais ceux qui dirigent, naturellement, pendant ces 14 ans, les nationaux ont eu le cœur serré, l'âme broyée, mais les antinationaux ont assuré la gouvernance avec une sorte de facilité sans gêne qui ne cache pas leur absence de pudeur patriotique. Ils se sont réjouis d'avoir le soutien de cette force d'occupation et nous l'avons appelé, nous autres, un ensemble d'anomalies. Alors, la MINUSTAH s'en va, et maintenant c'est la MINUJUST qui assure le relais. Il y a cette résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité pour le déploiement de la MINUJUST.
Oui, mais c'est ça. Et c'est là le grand dilemme des Haïtiens. Donc, ils ont inventé une force qui inclut les mêmes types d'hommes, le profil des mêmes valets, comme on a eu au Congo les Katangais locaux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de nom. Donc, c'est une mission qui va aider la justice. Entre autres, les Haïtiens parlent de la corruption. Ouh, c'est vrai, le système est pourri. Effectivement, le système est pourri. Le système est malade. Oui, effectivement, le système est malade. Ah, les Blancs doivent nous aider. Ça fait 7 ans. Ils avaient choisi, avec l'aide des Haïtiens, d'avoir des juges étrangers, français, gabonais, sénégalais, et tous ces petits latino-américains ingrats qui ont oublié qu'Haïti avait aidé à leur indépendance, avait aidé dans la lutte pour l'indépendance, comme nous avons aidé la Grèce, Israël, la Libye et même la Belgique. Nous avons aidé ces pays. Mais on dit ça, c'était le passé. On nous fait minimiser le poids de notre passé, tout comme on banalise l'histoire de Dessalines pour ne pas reconnaître que l'assassin que nous vénérons s'appelle Alexandre Pétion. Nous sommes donc devant un dilemme historique en tant que peuple. Nous sommes le seul peuple de la terre qui vénérons et l'assassin et celui qui est victime de l'assassinat. Nous dirons, oh, Dessalines, il était le grand, et puis nous oublions que Pétion était le chef de l'assassinat, et nous vénérons les deux hommes. Alors, c'est ça notre histoire. C'est vraiment une question controversée. Oui. Alors, à Minujup. Voilà, la MINUSTAH est partie, on nous laisse une mission sur la justice, et bientôt, vous ne serez pas étonné, Watchil, que à la cour d'appel siègent des juges étrangers sous forme de conseillers. Avant la rédaction des décisions, on va demander que la mission de l'ONU aide les juges à bien rédiger, et on va choisir des types de juges qui sont déjà dociles à accepter cette imposture. On va vous laisser les 2 codes préparés par la MINUSTAH, et c'est la MINUJUP qui va assurer la mise en application de ces codes. Le code pénal haïtien, le code d'instruction criminelle, qui est déjà déposé au Parlement, et le sénatus va dire, ah, c'est un bon document, il faut l'approuver, et puis par une loi, c'est publié dans le Moniteur. Nous avons un nouveau code, et ce nouveau code accepte la question de crime contre l'humanité, et on va ouvrir les procès, on va juger Duvalier, mais on ne va jamais faire le procès de Jean-Jacques Dessalines, ni le procès de ceux qui avaient incendié le Palais National, et qui avaient signé, après avoir incendié le Palais National, pour assassiner le président Lecomte et tous ces dizaines de milliers et ces milliers de soldats. Ben, ces gens-là, ils avaient signé une pétition pour demander à l'occupation de rester dans le pays. Alors, selon vous, Maître Févry, donc la MINUSTAH est partie. Bon, techniquement, rien n'a changé. La MINUJUST, c'est, comme vous dites, bonnet blanc, blanc bonnet. Mais techniquement, est-ce que vous pensez que cette mission peut effectivement apporter un quelconque support technique à l'amélioration du pouvoir judiciaire qui est malade aujourd'hui? Mais non. On est prisonnier, c'est Mao Tse-tung qui l'avait dit, on est prisonnier des conditions dans lesquelles on a pris le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir comme émanation d'un compromis social, un compromis politique. Eh bien, il y a des discours que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas frapper le poing sur la table, parce que les gens qui sont autour de la table se sont arrangés pour vous donner le pouvoir. Eh bien, la MINUSTAH s'est arrangée avec les forces d'occupation, avec les forces internationales, pour vous donner pendant ces 14 ans des gouvernances de doublure d'une autre façon. Et ce sont des gens qui sont élus entre guillemets, dans des conditions de contestation, et qui rendent les dirigeants haïtiens fragiles. Et parce qu'ils sont fragiles, ils sont vulnérables. Et parce qu'ils sont vulnérables, ils n'avaient pas fait de révolution pour être au pouvoir. Comme je l'ai dit à des sénateurs et des ministres récemment au Parlement, off the record, je vous ai dit, messieurs, j'entends vos discours comme ministre, et j'entends aussi vos récriminations, vous de l'opposition et vous autres sénateurs qui partagez les points de vue du gouvernement. Mais vous oubliez que M. Jovenel n'avait pas fait une révolution pour être au pouvoir. M. Jovenel n'avait pas, pendant sa campagne électorale pour la présidentielle, il n'a pas eu le discours qui a gagné, suivant lequel discours il va mettre en question le système politique. Il n'y a pas eu un discours qui a porté M. Jovenel au pouvoir, suivant lequel il va mettre en question le système économique. Or, ce système, aujourd'hui,
ne peut être démantelé que par une révolution intérieure. Et cette révolution ne peut être que l'œuvre des patriotes pour continuer l'œuvre salvatrice arrêtée le 17 octobre 1806 par le crime du Pont Rouge, ou bien de la maison de Pétion, ou bien de la route de Frères, car il y a 3 thèses sur la mort de Dessalines. La thèse historique n'est pas encore acceptable. Ok, donc ça veut dire ceux qui voudront un jour mettre en question ce système et qui seront légitimés par une élection pour mettre en question ce système et remodeler le système, changer le système, écoutez, ça va être difficile. Alors, que peut-on attendre de la Minujuste, Maître Océan Février? Rien. Absolument rien. Sinon, la satisfaction des antinationaux. Ceux qui avaient signé la pétition pour que l'occupation américaine vienne, pour que l'occupation américaine reste, des Américains ont défendu Haïti. De 1915 à 1934. Des Américains. Un président américain a dit non, on ne fait pas ça à ces Noirs. On ne les humilie pas à ce point-là. Après 19 ans, le moment est venu de mettre un terme à cette occupation. Mais des Haïtiens importés sont venus, ils ont dit non, Américains ne partez pas. Non, c'est pas possible. J'ai entendu, avec le cœur blessé, un ancien lieutenant faire des exercices pour justifier le non-retour des forces armées d'Haïti. Mais c'est triste. Et le type essaie de vous dire, vous comprenez que pour faire une armée, il comprend, etc. Toutes sortes de gymnastiques anti-intellectuelles. Un dévergondage moral et historique pour justifier qu'Haïti n'a pas besoin d'une armée maintenant. Pourquoi? Parce qu'il était bénéficiaire des retombées des 28 armées qui étaient sur le territoire national pendant ces 28 ans et qui, grâce à l'aide de la Chine, grâce à l'aide de la Russie, grâce à l'aide des États-Unis et un vote de complaisance du Brésil, vont laisser le pays, ces militaires. Donc alors que les Blancs eux-mêmes qui nous avaient imposé cette imposture contraire au droit international, contraire à la charte de l'ONU, qui viole le droit américain, qui viole le droit haïtien, qui viole nos constitutions et notre histoire, qui viole nos spécificités culturelles, alors qu'ils ont reconnu que c'était le moment de partir avec la MINUSTAH, tout en essayant en douceur d'avoir une mission plus ou moins acceptable qu'ils appellent MINUJUP ou bien MINUJUSTE, des Haïtiens demandent que la MINUSTAH reste. La MINUSTAH aurait dû rester. Et puis, attention, l'armée de MINUSTAH, les 28 armées de 28 pays, bon, ils sont partis trop vite. Il faut aménager une sortie honorable. Il faut négocier le retour de votre armée. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a eu aucune gouvernance à former une commission pour étudier la situation de l'armée qui avait démantelé l'armée, avec quelle connivence nationale et quelles complicités internationales, parce qu'il n'y a pas eu cette commission pour juger ceux qui ont détruit cette institution, ces mêmes bénéficiaires et ces mêmes destructeurs, pour leurs alliés, demandent aujourd'hui qu'on n'ait pas une force armée. Et quand le président dit nous avons besoin des forces armées, il y a des piégeurs à côté du président pour commettre la bêtise de démontrer que effectivement c'est une mauvaise façon de faire. Pourquoi le président voulant faire l'armée? Alors, juste avant, on va revenir sur la question de l'armée. Alors, pour récapituler, donc pour vous, la MINUSTAH a été un échec et la MINUJUSTE ne va rien apporter de positif au pays au 5 février. Non, je n'emploierai pas le mot échec. Vous savez, quand on échoue, il y a une certaine acceptation du travail qui est fait. C'était une anomalie, donc ça veut dire ça n'aurait pas dû être là. C'est plus qu'un échec. Il faut trouver le mot plus fort qu'échec. C'est pas défaite seulement. C'est un galimatia. C'est une réédition de l'esclavage sous d'autres formes. Et malheureusement, le constat est là. C'est pas seulement un constat d'échec. J'ai vu M. Cohen qui a écrit un livre Haïti comme un État quel est le titre encore de son livre? Mais je lui ai dit, écoutez bien, c'est pas Haïti qui est dans cette situation, c'est plutôt une situation que l'on a préparée
pour Haïti. C'est pas. Alors le titre de son ouvrage c'est Haïti et l'État faible. Je lui ai dit mais non, Monsieur Cohen, par la présentation de son ouvrage à l'Institut français, Monsieur, j'attends l'autre livre. Il dit lequel, Monsieur? Le livre que vous allez écrire pour dire Haïti, l'État affaibli. Oui, la thèse est différente. On est en train de gérer l'inacceptable pour nous faire accepter ce qui n'aurait pas dû être là. C'est comme lorsqu'en droit, on plaide le fond d'une contestation, alors que dans la forme, la chose était déjà inacceptable. Donc la justice ne va rien bénéficier de cette présence onusienne au sein de la Minujuste. Non. La justice, avec la mission des Nations Unies, va consolider les acquis inacceptables de la MINUSTAH. Par exemple, on va accepter le fait que votre système néolibéral doit rester comme ça, avec les échanges inégaux entre la République dominicaine et Haïti, au nom du libéralisme, au nom de la mondialisation. Je ne sais pas si vous savez entendre parfois ces intellectuels organiques, c'est-à-dire ceux qui sont au service des forces dominantes, pour vous dire, écoutez, il y a maintenant la mondialisation, Haïti ne peut pas s'en passer, et puis Haïti ne peut pas s'isoler. Vous voyez, intellectuellement, c'est qu'aucuns ne vous disent pas que la mondialisation n'est pas acceptée par tous les États du monde. Il y a des États qui refusent la mondialisation telle qu'elle a été conçue en 1948 avec le consensus de Washington. Ils ne lisent pas pour savoir que ceci a été concocté par une réunion des grands à Washington au début des années 90, particulièrement vers 1988, pour arriver à ce système politique que nous avons. La mondialisation n'est pas acceptée. Monsieur Trump est en train de mettre en question la mondialisation telle qu'elle a été conçue pour que les États, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, révisent les données de cette mondialisation. Il n'y a même pas une mondialisation, les grandes mondialisations. Donc, on fait rentrer Haïti tête baissée dans un système mondial, et vous l'appelez mondialisation, vous l'appelez capitalisme libéral, vous l'appelez le néolibéralisme, comme quoi c'est inacceptable, c'est inéluctable, on ne peut pas mettre en question ce système. Oui, il y a des États qui mettent en question cette mondialisation. Il y a des États qui mettent en question la règle des privatisations sauvages. Il y a des États qui mettent en question cette façon de vendre les compagnies de l'État. C'est pourquoi j'ai dit à ces sénateurs, vous voulez donner à votre président, vous voulez donner à vos sénateurs, à vos députés, à nos ministres, le discours d'une réalité qui ne s'y est pas avec le système politique, le système économique que nous avons, sans changer de système. Alors, on ne va rien trouver comme concluant comme positif de la mini-justice, sinon consolider cette mondialisation, ces forces, ou plutôt les acquis de ces 13 années de la MINUSTAH qui nous ont été imposés. Alors, concernant l'armée, il y a des initiatives qui sont prises par le pouvoir pour essayer de réhabiliter les forces armées d'Haïti. Est-ce que vous pensez que ces initiatives vont aboutir, Maître Févry? Toutes les forces armées qui composaient la MINUSTAH, elles sont parties. Elles sont parties, mais vous les avez vues partir. Vous avez vu le déplacement de ces gens-là de leur base. Vous avez vu les chars à qui les a-t-on remis maintenant, et les armes, les munitions de guerre à qui les a-t-on remises aujourd'hui, au moment où nous parlons. Alors, est-ce que le processus visant à la reconstitution des forces armées d'Haïti, est-ce que c'est un processus viable selon vous? Quoi faire aujourd'hui? Je ne parlerai pas, Rothschild, vous êtes communicateur, journaliste, investigateur, et comme ancien ministre de communication, je ne parlerai pas de reconstitution. Un arrêté d'un président dit qu'on réduit le nombre des militaires à 1500. Point. Et puis, par la propagande, l'armée est démantelée. On a donné toutes sortes de noms. L'armée n'est pas là, l'armée n'est pas fonctionnelle, et il y a même des coquins qui vous disent c'est l'armée elle-même qui s'est détruite. Donc, l'armée n'a jamais été détruite. L'armée a toujours été présente. Et seulement, on n'a pas eu à donner de fonction aux militaires. On les a tout simplement vieillis. On a vieilli les cadres de l'armée. Et le président Martelly a tenté. On lui a dit non, vous n'allez pas toucher la question de l'armée. En dépit des bonnes intentions d'un homme comme Thierry Mayapol, ministre de l'Intérieur, il pensait que la chose était si facile. Il avait donné même une date pour que l'armée soit déployée un 18 octobre, quelques mois après, 18 novembre, pardon,
Et puis on lui a dit non. Et non seulement il a cessé d'être ministre, il n'a été rien comme fonctionnaire officiel pendant tout le régime de son gouvernement, le président Martelly. Monsieur Jovenel est en train de faire peut-être la même expérience. Entre-temps, que font les antimilitaristes? Ils placent aux côtés du président des antimilitaristes qui disent qu'ils vont reprendre l'armée, mais en commettant tellement de gaffes qu'ils retournent la population contre cette question. Il n'y a jamais eu dans l'histoire politique de ce pays de gouvernants sans des piégeurs à côté du gouvernement du pouvoir. Il y a toujours eu. Et la politique en général, la politique haïtienne en général, c'est un jeu entre piégeurs et piégés. Donc, à côté du président, vous allez trouver les gens qui ont des discours les plus enflammés pour le retour de l'armée. Ce sont des antimilitaristes. Et on les a placés là pour dire qu'il nous faut l'armée. Et puis, en armant des bandes. Et les gens sont dans les rues, commettant des exactions. Même le citoyen sain, même le dessalinien, le dessaliniste ou le mandarin national comme au CFV dit, je ne suis pas d'accord. Et pourtant, je suis en faveur du retour. Mais la façon de le faire est telle, grâce à l'aide des piégeurs placés aux côtés du président dans le jeu entre piégeurs et piégés, ces gens-là exhibent ce retour, cette reconstruction que vous l'appelez, ce nouveau déploiement des forces armées d'Haïti avec une telle, quel est le mot? C'est un tel galimatia, une telle confusion que même le citoyen sain qui a toujours rêvé de revoir l'armée, Osner Févry, Yuri La Tortue et tant d'autres, ils disent non, ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui a le discours de reprendre l'armée, de reconstituer l'armée, de dire que l'armée est dans toutes les constitutions, ces sénateurs-là ne savent pas qu'à côté du président, celui qui mène le jeu, sous la couverture du discours officiel ou du poste officiel qu'il occupe comme homme militaire ou ministre qui va retourner avec l'armée, est en fait un antimilitariste placé par les services secrets de pays étrangers qui ne veulent pas de l'armée. C'est ce jeu qui se joue maintenant. Donc c'est un processus qui a du plomb dans l'aile. Comment y remédier selon vous, c'est en février? Le président aurait dû, avec simple décence politique, simple réflexe civique, savoir que l'armée, il en est le commandant en chef, d'accord, mais il prend l'acte officiel de former un état-major. C'est un état-major qui réglemente la question de l'armée. C'est pas un ministre de l'Intérieur qui saurait communiquer. Communiquer, nous allons recruter 500 jeunes. Écoutez bien, quelle est cette bévue? Communiquer, nous allons recruter ces jeunes, aller au GAN. Et puis, qui est l'instructeur? C'est comme ça. L'armée, c'est un corps spécial. C'est vrai, c'est une institution qui relève, c'est une institution déconcentrée qui relève du ministère de la Défense. Mais, où est l'état-major? Dès qu'on parle d'état-major, le soldat, petit soldat, grand soldat, officier, sous-officier, ils savent qu'ils répondent devant leur chef d'état-major. Le président de la République, on l'a dit, je l'ai répété, je l'ai écrit noir sur blanc quand j'étais président d'une commission de réflexion sur les forces armées. Le premier acte d'un président de bonne foi qui veut vraiment retourner avec l'armée, c'est d'abord de rentrer l'arrêté du président. Monsieur Aristide a pris un arrêté. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec un arrêté? Un autre arrêté fait le retrait de cet arrêté. Mais cet arrêté n'a jamais été rapporté. Et deuxièmement, vous formez un état-major. Vous n'avez pas besoin de consulter le Sénat. Ouais, je répète encore le mot, c'est coquin à cravate qui vous disent il faut négocier, il faut discuter de la question. Il y a même des partis politiques qui demandent une conférence pour le retour de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de commission à voir qui était impliqué dans la destruction de l'armée, dans le dysfonctionnement de l'armée. Donc il faut que le président assume ses responsabilités, selon vous, en constituant cet état-major? Le président aurait dû faire ça depuis longtemps déjà et laisser le travail de soumettre un dossier au président de la République et au ministre de la Défense. C'est pas le ministre de la Défense. L'initiative devrait venir du président de la République de constituer un état-major. 3 membres. Et du rang de ces militaires. Le problème pour eux, c'est qu'ils ont peur. Le Prosper Avril, ancien général des forces armées d'Haïti,
ancien président de la République. Mais il l'a dit. J'ai entendu d'autres colonels répéter la même chose. Yuri Latortue, qui est le président du Sénat, qui était un ancien militaire, il l'a dit. J'ai entendu tant d'autres militaires répéter la même chose. Et nous autres, anciens professeurs à l'Académie militaire et président de la commission de réflexion sur les forces armées, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Ça commence par un état-major. Et si vous ne voulez pas un état-major définitif, un état-major provisoire chargé de mettre sur pied le plan de réforme de l'armée. C'est l'état-major. Le général intel, il le dit. Et dans les cadres, nous avons des gens qui n'ont pas encore 80 ans, qui sont capables de faire le travail, qui ne sont pas assujettis à des tailles opérationnelles sur le terrain, mais au moins au niveau de la stratégie, capables de soumettre un mémoire au président pour opérationnaliser ce retour des forces armées d'Haïti. Et les Américains vous passent en dérision. Écoutez, c'est pas à nous de savoir, c'est une question qui relève de l'autorité du peuple américain, du peuple haïtien, mais nous l'avons lu dans les grands livres comme l'ambassadeur américain, nous savons, c'est une question qui compète aux seules autorités haïtiennes. Figurez-vous tous en ouverture qui demande à la France la liberté. Monsieur les Français, vous comprenez, écoutez, il faut faire ceci parce que nous resterons toujours attachés à Saint-Domingue, nous serons à la France, Saint-Domingue sera toujours un allié fidèle de la métropole, mais donnez-nous s'il vous plaît la liberté, etc. Dessalines dit, écoutez bien, quelle est cette bêtise par des discours? Miranda est venu dire, monsieur, comment il faut libérer les peuples de l'Amérique latine? Et Dessalines, le père du panaméricanisme, c'est pas Pétion, c'est Jean-Jacques Dessalines, le père du panaméricanisme. Il a dit à Miranda, depuis 1805, si vous voulez libérer votre peuple, il n'y a qu'une seule méthode. Coupez tête boulécaille. Cette méthode a réussi. Celle de Toussaint a échoué. Donc Dessalines a donné une méthode qui va même inspirer Karl Marx. Le dessalinisme a précédé le marxisme. Les étudiants auraient dû écrire chaque jour des thèses au lieu d'aller à Patrice Lumumba et bêtiser pendant 5 ans pour venir avec des thèses sur Karl Marx. Ils auraient dû savoir que ce que Karl Marx a écrit était inspiré des saintes écritures de la loi de Moïse et de la révolution haïtienne. Dessalines qui a libéré 500 000 esclaves, Dessalines qui a proclamé l'indépendance d'Haïti, Dessalines qui a aboli l'esclavage, a écrit des choses que Karl Marx va écrire 45 ans plus tard. Donc, le dessalinisme a précédé le marxisme. Nous avons suffisamment de fonds dans notre histoire avec la diplomatie de Toussaint, avec les tolérances, le jeu démocratique tolérance de Pétion, avec la méthode dessalinienne de préconiser nous-mêmes une solution. Nous-mêmes, sans consulter les ambassades, sans consulter les autres, pour retourner l'armée. Il y a des gens qui disent, mais où est-ce que nous allons trouver l'argent? Vous voyez? Ce sont les mêmes coquins. On n'a jamais construit un pays avec l'argent. L'argent n'a jamais été la première ressource pour construire, bâtir un pays. Demandez aux Américains, aux Français. Demandez aux pays qui ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Demandez à la Yougoslavie. Demandez à l'Amérique latine, Fidel Castro, bien le Chili ou d'autres pays. C'est pas l'argent, ce sont les ressources humaines d'abord. Ça veut dire vous et moi. C'est notre ressource, nos pensées, nos actions, nos attitudes, nos comportements, notre caractère, nos traits de personnalité. C'est par cela, avec les jeunes enfants d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, que nous pourrons construire ce pays. Alors, Maître Février, très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, sur la question de la justice, pour revenir sur la justice, il y a quand même cette crise au sein de l'appareil judiciaire, on dénonce la corruption, de temps en temps, il y a des grèves au sein de la magistrature. Comment résoudre ce problème assez rapidement? Bon, on ne peut pas résoudre un problème juridique par le juridisme. On ne peut pas résoudre par des articles de loi un problème illégal. Cette grève est illégale. Demain matin, je ne serais pas étonné dans ce cas d'apprendre que UDMO, UMO, et des unités spécialisées de la police sont en grève. Et que bientôt les forces armées seront aussi en grève. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice est permanente. La justice est continue. La justice est publique. Dans tous les bouquins, dès qu'on a étudié, même sur Internet, le droit, en première année, on vous apprend les grands caractères de la justice. La justice est permanente. Et voilà que des prisonniers sont en prison et ne peuvent pas aller devant un juge parce que les juges sont en grève. Et le ministre de la Justice négocie avec eux. Voilà, ces gens savent comment faire. Cette grève est enclenchée parce qu'ils savent qui est, où ils sont. Le CSPJ négocie avec des grévistes. Le CSPJ, c'est une imposture qui nous a été imposée par les forces d'occupation. Ça fait longtemps qu'on aurait dû déjà enterrer, renvoyer ces gens-là. Ils négocient leur salaire, ils négocient ceci, ils négocient cela, leur part du budget, alors que ils sont, comme institution d'abord,
et comme gens vulnérables au sein de cette institution, ils sont tous dans l'illégalité. Et je répète ce que je disais dernièrement et que je viens de dire tout à l'heure. Le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est un cadavre en putréfaction qui aurait dû longtemps être déjà enterré ou bien incinéré. C'est une imposture. Alors, les magistrats menacent à nouveau de reconduire la grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Donc, ça veut dire que la crise est loin de se résoudre. J'ai choisi d'être avocat et à un certain moment, j'ai choisi d'être avocat militant. Et j'ai choisi d'être un avocat militant qui enseigne le droit depuis 30 ans à l'université. J'ai fait un choix. Il y a d'autres qui disent, moi j'ai choisi par des courbettes pour être bénéficiaire de certaines nominations de complaisance. Et un matin, choisissant leur homme, leur moment, ils sont juges de paix, ils sont membres du parquet de telle juridiction et ils sont commissaires de gouvernement ou bien juges. Quand vous êtes le produit d'une complaisance politicienne ou politique, vous avez choisi d'être magistrat. Écoutez, ne plaisantez pas avec les gens sérieux de ce pays qui savent que vous n'êtes que juge par rapport à telle conjoncture. Si c'est Lavalas qui vous avait nommé juge, eh bien, écoutez, aujourd'hui, dans votre arrogance, parce que Lavalas est dans l'opposition, allez manifester. Si c'est le gouvernement de M. Martelly, si c'est le gouvernement de M. Duvalier, si c'était tel gouvernement, ne prétendez pas à l'indépendance pour commettre les impairs que vous êtes en train de commettre aujourd'hui pour déclencher la grève. La grève d'un magistrat est illégale. La grève est illégale dans l'administration publique, au niveau des services de sécurité, la défense, la justice et la diplomatie, la police, et même au niveau, dans certains cas spécifiques, de l'éducation et des soins médicaux. La grève est permise. La grève, c'est un moyen de revendication, mais pas pour tout le monde. Si moi je décide un matin, je dis je fais la grève, ça concerne qui? Je suis un avocat plaideur, je décide de faire la grève. C'est une question qui me concerne. La grève, c'est une des étapes dans une chaîne de négociation comme étape qui est franchie lorsque 1, 2, 3, 4 comme points ne sont pas accomplis, ne sont pas pris en compte. Vous ne pouvez pas commencer votre mouvement de revendication avec la grève. Et vous-même, en déclenchant la grève, vous auriez dû vous poser la question, quel est votre statut? Vous touchez l'argent de l'État, vous êtes nommé par l'État, vous utilisez le véhicule de l'État, et puis vous allez réclamer chaque mois les fiches de gasoline, vous réclamez votre père, votre chèque, et puis pendant un mois, vous ne faites absolument rien, et votre ministre vous regarde. Votre CSPJ ne dit absolument rien. J'ai appelé un juge de paix, il m'a dit, nous sommes en grève. Comment, auxiliaire du commissaire du gouvernement, vous pouvez prendre sur vous la responsabilité de déclarer que vous êtes en grève comme juge de paix? Vous êtes 50% auxiliaire du commissaire du gouvernement et 50% magistrat lorsque vous siégez dans des affaires strictement limitées que vous accorde la loi, dans lesquelles vous pouvez siéger. Donc, voilà l'imposture à laquelle nous assistons aujourd'hui. Des magistrats déclarent la guerre. Demain, ce sera le tour des policiers. Par la suite, au nom de la démocratie pépère, qui a débarqué un jour, le 19 septembre 1994, dans les rues de Port-au-Prince, eh bien, demain matin, ce sera le tour des soldats des forces armées d'Haïti qui déclencheront la guerre. Donc, Watchil, je m'excuse devant les auditeurs qui peuvent se sentir un petit peu agressés par le ton de mon discours patriotique, mais j'en ai marre de cette imposture qui nous est imposée. Alors, pour terminer, Maître Océan Février, concernant la situation globale, on voit aujourd'hui, il y a des secteurs qui réclament le départ du président de la République, des manifestations à répétition. Quelle lecture faites-vous de cette situation et comment corriger tout ça? Beaucoup de secteurs qui disent qu'il faut le dialogue, il faut la concertation. Le dialogue, la concertation font partie du vocabulaire de l'homme démocrate. Le dialogue, la concertation, la négociation, ce sont des concepts qui relèvent de la panoplie du discours de celui-là qui croit dans la démocratie, dans l'état de droit. C'est tout à fait normal. Mais lorsque la rue est occupée par des gens qui ne comprennent pas le sens de leur réclamation et le pouvoir d'en face ne répond pas correctement à ces mêmes revendications, c'est la pagaille. Voilà pourquoi aujourd'hui la confusion règne au niveau de ceux qui sont dans les rues et au niveau
de se placer, appelés à prendre des décisions d'État par rapport à cette crise. Si aujourd'hui les gens sont dans les rues, ils ont un discours. Est-ce que le gouvernement détient aujourd'hui l'autorité politique et morale suffisante pour entamer un dialogue, pour dire, Monsieur Maurice Jean-Charles, écoutez, le président de la République voudrait vous rencontrer et discuter avec vous. Je crois que, malheureusement, ce moment n'est plus le même. Peut-être dans les premières heures, peut-être dans les premiers jours. Mais il y a un momentum qui est aujourd'hui dépassé par le pouvoir et aussi pour l'opposition. L'opposition demande le départ. Et l'exemple, on a eu au Venezuela, on demandait le départ de Chavez. Mais par la suite, l'opposition est allée participer aux élections. Et aujourd'hui, l'opposition dit, nous n'allons pas permettre que nos élus prêtent serment devant votre Conseil constitutionnel. Eh bien, ils vont payer les frais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, quand on a une opposition respectable et responsable, on doit assumer son rôle avec efficacité. Si vous choisissez la rue, il ne faut pas que vous vous laissiez dénigrer par des actes de violence. Parce que le citoyen paisible, même ceux qui sont d'accord avec vous, ne vont pas accepter votre violence. Quand vous détruisez un cabinet d'avocats, quand vous brûlez, incendiez des pompes à essence, quand vous détruisez des voitures, vous brûlez des voitures et des maisons, écoutez bien, au 7 février ne va pas du tout, même si j'accepte votre discours, même si j'acquiesce à vos revendications, acceptez ces actes criminels. Mais le pouvoir, quand vous négociez dans la mollesse avec des gens qui ont peur de s'affirmer, vous avez déjà entendu Rothschild, un ministre prendre position? Vous avez déjà entendu un ministre organiser une conférence de presse pour dire voici notre gouvernement? Ils ont tous peur. Pour gagner, pour rester au pouvoir, ils ont peur de s'affirmer. Vous étiez ministre de la communication à un certain moment, écoutez bien, vous prenez des positions. Même le président n'était pas d'accord avec vous, eh bien, écoutez bien, vous êtes parti. Et alors? Mais dans la dignité. Et tout le monde apprécie la position du jeune Rothschild, François Junior, qui était ministre et qui a pris des positions. Le président qui n'est pas d'accord, écoutez bien, vous êtes parti. Quels sont les ministres aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont pris une position, ils ne sont pas d'accord avec leur président, ils sont prêts à partir? Non. Depuis longtemps, les gens ne donnent pas leur démission dans ce pays. Alors, ça veut dire, face à cette situation de mollesse et de lâcheté, de la violence, c'est la confusion. Il y a confusion et c'est vous et moi qui payons les frais de cette situation d'indécence politique, d'indécence morale et même d'absence d'éthico-politique. Merci beaucoup, Maître Saint-Février, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et je salue encore les auditeurs tout en présentant mes excuses à ces âmes saines, sensibles, qui peuvent se sentir un petit peu choquées et même agressées par le ton virulent de mon discours. C'est que Dessalines a parlé et c'est un petit peu fort, surtout en cette semaine où l'on célébrait l'anniversaire de cet assassinat lâche du 17 octobre 1806 au Pont-Rouge. Encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi. Ouais. Comme annoncé, l'ambassadeur Vincent Dauger de l'Union européenne est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler quand même de ce projet Haïti, la République dominicaine. Construisons l'avenir. Ambassadeur Dauger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre antenne. Alors, c'est quoi ce projet Haïti, la République dominicaine? Construisons l'avenir. Ça remonte assez loin, si je puis dire, dans l'histoire, puisque nous avons déjà depuis 2012 un programme binational qui est en place entre la République dominicaine et Haïti, qui vise à favoriser le vivre ensemble, puisqu'on est sur la même île, il faut partager ce territoire, essayer d'aplanir les difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés, on sait qu'il y a des déséquilibres qui existent très clairement entre les perspectives de développement du côté dominicain et ce qu'elles sont du côté haïtien aujourd'hui. Donc il y a un différentiel de croissance, il y a un différentiel en termes de commerce qui existe également et qui est assez fort. Donc il y a une attirance forcément également pour les travailleurs d'aller vendre leur force de travail en République dominicaine, ce qui n'est pas non plus sans créer un certain nombre de tensions. Il y a près d'un demi-million d'Haïtiens qui vivent et travaillent aujourd'hui en République dominicaine. Donc il y a là un besoin de dialogue. Ça, c'est, je crois, une exigence première, c'est celle du dialogue entre les autorités, entre les acteurs économiques de part et d'autre, entre la société civile de part et d'autre également, qu'il faut encourager. C'est ce que nous essayons de faire à travers notre programme. Et après, il faut apporter des solutions concrètes quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Donc, la formalisation du commerce, ça fait partie des difficultés que l'on rencontre sur la frontière. Mettre en place des infrastructures douanières, les équiper en informatique pour qu'elles puissent échanger des données, c'est ce genre de choses sur lesquelles on
On travaille aujourd'hui, par exemple, à Wanamint, avec la reconstruction de la douane au bord de la rivière Massacre. On essaye aussi de favoriser les échanges, puisque sur l'île, il y a beaucoup d'échanges. C'est une source de revenus pour beaucoup d'acteurs, haïtiens comme dominicains, d'où l'idée de ce marché binational qui a vu le jour il y a un certain nombre d'années, qu'on est en train de réaliser aujourd'hui entre Terrebonne et Wanamint. Alors, ce qui se passe vraiment au niveau de la frontière, c'est le dossier de la contrebande. Haïti qui perd des centaines de millions de dollars américains chaque année dans le cadre de la contrebande en raison justement de ces produits qui nous arrivent de la République dominicaine. Mais je crois que c'est un problème commun parce que la République dominicaine aussi, elle perd éventuellement des taxes, des fausses déclarations à l'exportation, des choses comme ça qui peuvent aussi faire être une perte sèche pour l'État dominicain. Donc c'est pour ça qu'il faut ce dialogue, cette discussion, parce qu'on ne solutionnera le problème qu'en ayant effectivement des actions conjointes qui sont menées de part et d'autre de la frontière. Vous disiez tout à l'heure, pour Haïti, c'est entre 100 et 300 millions de dollars de recettes qui, semble-t-il, ne sont pas perçues. Donc il faut mettre en place les outils. Comme je disais tout à l'heure, ça passe par des protocoles d'accord. Donc on a réussi à faire conclure un protocole d'accord entre les douanes haïtiennes et les douanes dominicaines. Maintenant, il faut faire vivre ce texte, il faut lui donner du contenu. Ça veut dire mettre en place des échanges, des systèmes d'échange d'informations et, si possible, ce qu'on aimerait nous préconiser, c'est une interconnexion effectivement entre les systèmes douaniers de part et d'autre de la frontière. C'est avec ce type d'outils que l'on va réussir, d'une part, lutter contre la corruption et la fraude qui existe aussi, y compris dans le milieu douanier. Donc, il faut mettre en place les outils de ce point de vue-là, et ensuite d'avoir une régulation la meilleure possible, en tout cas, entre les échanges de part et d'autre. Après, on aura des chiffres concrets, des choses pratiques sur lesquelles on va pouvoir travailler également, s'attaquer au déséquilibre commercial que j'évoquais antérieurement, favoriser des investissements conjoints, des choses comme ça. On peut travailler sur des chaînes de valeur, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, parce qu'il y a peut-être des difficultés, mais il y a aussi des potentialités qu'il faut essayer de mettre en commun et d'exploiter au mieux. C'est l'heure du gère. Les hommes d'affaires haïtiens se plaignent toujours de cette barrière qui existe au niveau de la République dominicaine, donc alors que en Haïti ils exportent leurs produits sans problème, sans difficulté. Mais ça, c'est un autre problème qu'il faut objectiver aussi. Il ne suffit pas de parler de barrières. Moi, j'entends souvent parler, oui, on peut pas exporter la bière Prestige en République dominicaine ou ailleurs, d'ailleurs, etc. Mais après, quand vous posez la question aux producteurs, ils vous disent, bah oui, mais je veux pas forcément aller sur ce marché parce que j'ai d'autres capacités de production qui sont ce qu'elles sont. Ma priorité, c'est le marché haïtien. Donc il y a aussi parfois il y a un certain nombre de mythes qui sont évoqués dans ce contexte. Parfois il y a des problèmes très réels par contre. Donc là aussi il y a parfois des entraves effectivement qui sont pas des entraves fiscales ou commerciales, mais qui sont des entraves administratives. On met du temps à obtenir tel et tel certificat d'homologation, ce genre de problème. Donc là on a fait justement un travail avec 5 entreprises haïtiennes qu'on a essayé d'amener sur le marché dominicain pour que justement voir quelles sont les entraves, les difficultés qu'elles rencontrent de manière concrète, pour pouvoir ensuite les soulever avec les autorités dominicaines et dire voilà, il y a tel et tel type de difficulté, pourquoi est-ce que tel exportateur haïtien ne peut pas pour ses bouillons cubes ou pour ce que sais-je quel autre produit obtenir les certificats d'homologation alors que tout est en règle, a priori rien ne devrait empêcher sa mise sur le marché. Parfois c'est aussi la nécessité de trouver les bons partenaires du côté dominicain. Peut-être si on trouve un bon partenaire du côté américain, un bon importateur qui est disposé, etc., on aura peut-être aussi plus de facilité. Ça fait aussi partie des actions qu'on essaye de mener, notamment avec le Caribbean Development Agency, qui est notre bras séculier, si je puis dire, qui nous aide effectivement dans tout ce travail d'identification des problèmes et de solutions à apporter. Est-ce que les Dominicains paraissent réceptifs ? Je crois que les Dominicains se rendent parfaitement compte que le vivre ensemble à long terme sur cette île ne peut pas fonctionner sans un rééquilibrage, on va dire, de la situation économique. On l'a vu très récemment avec les problèmes de santé, notamment les jeunes femmes haïtiennes qui veulent aller accoucher en République dominicaine, les difficultés que ça génère. C'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, certainement, ou suffisamment modernes, du côté haïtien pour offrir les services, et que ces jeunes femmes sont obligées de faire la route en moto, ou autre, prendre des risques, etc., pour
aller accoucher dans le pays voisin. Donc je crois que tout le monde se rend bien compte que cette situation n'est pas viable entre guillemets à long terme, qu'il faut trouver des modalités de rééquilibrage et de faire en sorte qu'on impulse un vrai développement effectivement sur la zone frontalière haïtienne comme dans l'ensemble du pays. Alors, sur la zone frontalière haïtiano-dominicaine, qu'est-ce que vous faites comme travail, justement? Parce que là encore, c'est la question du déséquilibrage du côté d'Haïti. Quand vous voyez la République dominicaine et du côté d'Haïti, il y a quand même une certaine pauvreté au niveau des zones frontalières. Comment l'Union européenne travaille-t-elle pour essayer d'aider les deux pays à ce niveau-là, surtout Haïti? Je dirais que d'abord on travaille au niveau de l'ensemble du développement économique du pays. Je crois que la zone frontalière c'est une zone particulièrement sensible parce que c'est une zone d'échange effectivement, mais la problématique du développement elle existe pour l'ensemble du pays. Donc il faut s'attaquer aux problèmes de compétitivité du pays et tout le monde les connaît de manière très claire. C'est le coût de l'énergie qui est beaucoup trop élevé. Il faut travailler impérativement sur ce domaine-là. C'est les questions des infrastructures, qu'il s'agit d'infrastructures routières. L'Union européenne a construit un certain nombre de routes. On continue de construire des routes entre la RN3 Merbalais et la frontière Belader. On a construit au nord la fameuse RN8 qui relie Cap-Haïtien à Ouanaman. Donc on a déjà mis en place des outils d'infrastructure. Aujourd'hui, on travaille sur la liaison, comme vous le savez, entre le pôle économique numéro 1 Port-au-Prince et le deuxième pôle économique Cap-Haïtien. Donc ça aussi, ça facilitera et devrait permettre d'attirer des investisseurs qui viendront parce qu'il y aura un système logistique qui fonctionne correctement en Haïti. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes-là. La formation professionnelle est un troisième facteur, si je puis dire, de compétitivité. Ça, c'est au niveau global. Donc là, il faut mettre en place un environnement qui soit propice aux investisseurs. Le gouvernement et le président ont organisé ce forum des investisseurs il y a quelques semaines. Je crois qu'il y a eu des messages très forts qui ont été passés. Donc on sait assez bien ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut passer de la diagnostic, si je puis dire, à la réalité. Donc, il faut changer effectivement les textes de loi et les faire appliquer. Il faut mettre en place cet environnement propice. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau global. Sur la frontière, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes spécifiques qui existent. Le premier, certainement, c'est la formalisation du commerce, de l'informel passer au formel, quelque chose qui va se faire graduellement. C'est aussi les problèmes des travailleurs migrants. Ça existe dans tout pays. Nous avons des travailleurs migrants. Moi, je viens d'une zone frontalière, l'Alsace, où effectivement on a une grande partie de mes compatriotes qui vont travailler de l'autre côté du Rhin, comme on dit, en Allemagne. Et pour ça, ils ont une carte de travailleurs migrants, ce qui leur donne accès aux droits sociaux, aux problèmes de retraite, etc. Donc il faut, par exemple, entre la République dominicaine et Haïti, aborder ces questions. Il faut que lorsque les présidents se rencontrent, au-delà de la sympathie de la rencontre en elle-même, qu'ils abordent les questions concrètes qui se posent dans ce domaine-là. Je vais prendre un autre exemple. On parlait tout à l'heure des Haïtiens qui résident et travaillent en République dominicaine. Comme vous le savez, il y en a 240 000 à peu près qui sont enregistrés dans ce programme de régularisation qui a été mis en place par la République dominicaine. Il faut qu'ils puissent, dans les 10 mois à venir, parce que l'échéance du programme, c'est d'ici, il a déjà été prolongé 2 fois, ça sera au juillet de l'année prochaine. Il faut que d'ici là, ils aient des documents pour pouvoir effectivement se régulariser, obtenir des cartes de résidents ou de non-résidents en République dominicaine. Là aussi, on a un programme d'appui pour aider l'État haïtien effectivement à faciliter cette délivrance de documents. Ambassadeur de Gère, en République dominicaine, il y a beaucoup d'investissements européens qui sont sur place, mais pas beaucoup en Haïti. Bon, les problèmes, à chaque fois qu'on évoque la question de la stabilité, etc. Mais quoi faire d'autre, selon vous, mis à part la question de la stabilité? Comment l'Union européenne pourrait-elle contribuer justement à permettre à Haïti d'attirer des investissements? Alors, il y a plusieurs choses que l'on fait et que l'on peut faire. Je parlais du climat des affaires tout à l'heure, donc ça c'est, je pense, la première étape à réaliser. La deuxième, c'est de montrer les opportunités qui existent en Haïti. Moi, je travaille beaucoup avec la Banque européenne d'investissement ces jours-ci pour justement essayer de faire venir et faire investir la Banque européenne d'investissement ici en Haïti. Elle le fait déjà sur le microcrédit avec Acme, elle le fait déjà avec Sofides sur le crédit aux PME. On a quelques très belles réussites haïtiennes dans ce domaine. Donc, pour dire qu'il y a de l'énergie et de la créativité et l'entrepreneuriat en Haïti. Mais je crois qu'on peut passer à une autre étape. On n'a pas encore eu d'investissement majeur, à part le très gros investissement de Brana, effectivement, qui est
plus grand investisseur, un des plus gros investisseurs étrangers ici, qui est européen évidemment, et qui pourrait d'ailleurs poursuivre ces investissements. Donc je crois et c'est un exemple, et d'ailleurs l'entreprise concernée m'a dit qu'elle était tout à fait disposée à partager son expérience avec d'autres entreprises européennes qui sont intéressées à venir ici. Donc on peut valoriser, je crois, le potentiel haïtien qui existe dans ce contexte et mieux le faire connaître et mieux le vendre entre guillemets à d'autres partenaires potentiels. Il y a un troisième moyen, et j'y travaille avec le président, c'est aussi que le président lui-même aille présenter son pays en Europe. Ça fait partie des choses que l'on discute, de voir quand est-ce qu'on pourra organiser un déplacement du président de la République en Europe, non seulement pour rencontrer les institutionnels, on va dire, de manière globale, mais également le milieu d'affaires européen et lui expliquer quelles sont les potentialités d'Haïti aujourd'hui. Vu que la stabilité institutionnelle est là, il faut bien sûr assurer une stabilité économique et sociale. Et ça passe par la création d'activités et d'emplois. Donc il faut continuer à travailler sur l'écosystème. Ah oui, complètement. Il faut travailler sur l'écosystème, le rendre plus attractif. Je crois que c'est ça le gros travail. Et Haïti a des gros efforts à faire parce que c'est vrai qu'en termes de compétitivité, en termes de lutte contre la corruption, etc., quand on regarde les classements internationaux, Haïti est plutôt au bas de l'échelle. Donc il faut remonter l'échelle petit à petit, faire les efforts pour améliorer. Et on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait quels sont les facteurs bloquants. Donc on sait qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce contexte-là. Et nous sommes prêts à l'appuyer. Nous sommes prêts à l'appuyer, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers les infrastructures, avec tout ça, mais aussi à travers des réformes qu'il faut engager. Réforme de l'administration publique, on a un gros effort qui est engagé dans ce contexte-là. Réforme des finances publiques, mieux percevoir l'impôt et mieux utiliser la recette publique pour des investissements utiles au développement du pays et au service à la population. Donc, je crois que ça fait partie des grandes mesures que l'on doit mettre en œuvre. Dernier domaine, c'est inévitable, et le président l'a dit très clairement quand il était à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est de lutter contre le fléau de la corruption, parce que ça gangrène, entre guillemets, et bloque ou annihile toute velléité entrepreneuriale. Alors concernant Haïti et la République dominicaine, comment vous faites en Europe? Parce que quand même l'Europe, il y a quand même les grands pays et les pays qui sont à faible revenu. Comment vous arrivez à favoriser des investissements justement dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a des joint ventures qui se font entre, par exemple, des entreprises allemandes, des entreprises albanaises, si je peux m'exprimer ainsi? Comment ça se passe en Europe? Écoutez, d'abord, on a en Europe ce qu'on appelle une politique de cohésion, une politique régionale et sociale qui est très forte, avec une péréquation où effectivement les pays riches ou plus développés partagent une partie du fruit de leur richesse avec des pays qui sont moins développés. On a des beaux cas d'école dans ce contexte-là. Si on regarde le développement du Portugal ou de l'Espagne, qui étaient des pays au bas de l'échelle, si je puis dire, il y a encore 30 ou 40 ans. Quand on prend l'Irlande, qui est un autre exemple, on voit qu'il y a des rattrapages qui ont été faits. Et aujourd'hui, ces pays-là sont dans la moyenne communautaire en termes de revenus par habitant, en termes d'emploi, etc. Donc c'est par ce genre de mécanisme, de système, effectivement, de péréquation, qui mettent en place les conditions de compétitivité. Mais après, ça ne suffit pas. Il faut effectivement dynamiser les territoires, stimuler les investissements, créer des partenariats, des joint ventures, effectivement, entre des entreprises plus développées qui viennent sur des marchés où il y a, et Haïti est un marché aussi, de ce point de vue-là, soyons clairs, il y a 11 millions de consommateurs ici, qui ont peut-être des revenus qui sont pour l'instant relativement faibles, mais qui peuvent croître dans l'avenir si on se donne effectivement les moyens d'investir, de créer de l'emploi et d'avoir un effet boule de neige ensuite sur le territoire. Ambassadeur de GIA, concernant l'appui de l'Union européenne, l'appui budgétaire, quid? Mais écoutez, on a eu un premier appui budgétaire dans une période qui n'était pas facile, c'était lors de cette longue période électorale qu'a connue Haïti, avec tous ces bouleversements ministériels, administratifs assez fréquents. Donc ça n'a pas été une période facile à gérer. Néanmoins, on a fait un certain nombre de progrès importants, comme je disais tout à l'heure, notamment sur les finances publiques et en partie sur l'administration publique qu'il faut consolider aujourd'hui. Donc consolider, ça veut dire un deuxième appui budgétaire qui est en train d'être discuté, qui est en négociation avec le gouvernement depuis 6 mois à peu près aujourd'hui, que j'espère nous allons finaliser avant la fin de l'année.
Donc on a peu de temps encore, il y aura encore 2 mois pour finir cette négociation. Et ce qui sera déterminant là-dessus, c'est d'une part avoir une certaine continuité dans les réformes, un approfondissement dans les réformes, et je dirais deuxièmement, puisqu'on est dans une période de stabilité, d'avoir un saut qualitatif. Donc il faut qu'on voit effectivement que les réformes ne restent pas simplement au niveau d'un niveau de codification, mais c'est qu'effectivement elles sont pleinement appliquées. Le recrutement des fonctionnaires exclusivement sur concours, ça fait partie des éléments. Application de la grille salariale, évaluation du travail de chaque fonctionnaire en fonction d'objectifs et de résultats. Ça fait partie aussi dans toute administration moderne, c'est des choses qui se font et se pratiquent. Lutte contre la corruption dont on parlait tout à l'heure, que les enquêtes, lorsqu'elles sont faites par l'ULCC, connaissent une judiciarisation ensuite, parce qu'il n'y a pas de raison que ce travail dorme dans les tiroirs, ne soit pas utilisé au niveau judiciaire. Si on veut vraiment envoyer des messages forts de lutte contre la corruption, mais c'est à travers ce type de mécanisme que ça peut fonctionner. Il n'y a pas que la répression, hein, il y a aussi tout l'aspect prévention. Il y a la loi de 2014 qui oblige chaque responsable politique, parlementaire, ministre, etc. à faire sa déclaration de revenus et qui prévoit, en cas de non-déclaration, des modalités de sanctions. Voilà, donc je crois que ça fait partie aussi des choses qu'on souhaiterait voir effectivement. C'est la législation haïtienne, il faut la mettre en application, c'est ce qu'il faudrait réaliser. Quel sera le montant de cet appui budgétaire que vous êtes en train de négocier avec Haïti ? Mais écoutez, il sera assez considérable puisqu'il sera de 120 millions d'euros. Donc en dollars, ça va faire 140 millions à peu près de dollars aujourd'hui. Vous les convertissez en gourdes plus facilement que moi. Voilà, donc c'est ça, c'est un appui tout à fait conséquent qui va se faire sur les 2 ans et demi, on va dire. C'est ça la période de décaissement. Tout à l'heure, on parlait de la question de la stabilité. Aujourd'hui, il y a quand même des manifestations qui sont organisées contre le pouvoir pour demander le départ du président de la République, Jovenel Moïse, sur la question budgétaire. Donc, ce budget contesté par beaucoup de secteurs de la population. Comment tout ça est perçu par la communauté internationale, par l'Union européenne, ce qui se passe maintenant sur le plan politique? Mais écoutez, je crois que c'est un petit peu dommage effectivement qu'on ait toutes ces perturbations. Je pense que justement on parlait tout à l'heure de l'image d'Haïti à l'étranger, donc il y avait une image positive qui avait été ressortie de ce processus électoral, qui a donné toute légitimité aux institutions, au président de la République comme aux élus qui sont au Parlement aujourd'hui. Maintenant il faut que cette démocratie fonctionne, donc qu'il y ait effectivement un échange fructueux entre les gouvernements, l'exécutif et le législateur. J'ajouterais que avec notre appui budgétaire précédent, d'ailleurs, on avait sur la question budgétaire en particulier suscité des échanges entre non seulement l'exécutif et le législateur, donc des formations aussi sur, parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu un expert en budget. C'est assez intéressant d'ailleurs à voir comme développement. Donc je crois qu'il faut encore renforcer la capacité certainement d'analyse dans cette matière qui est parfois un petit peu complexe et obscure, mais qui doit aussi, je crois, s'appuyer sur un échange avec la société civile. On avait d'ailleurs signé il y a quelques mois un accord tripartite, législatif, exécutif et société civile, justement pour stimuler un échange et une réflexion commune sur les grands enjeux du budget. Parce que le budget, c'est difficile, parce qu'on a une situation où, par rapport à 2012, je crois, le budget a réduit en valeur de pratiquement 30%. Donc il y a de moins en moins d'argent public de disponible, de plus en plus de besoins qui sont là et qu'il faut prioriser. Donc on ne peut pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, comme on dit communément. Et c'est la même chose pour le budget. Donc il faut effectivement avoir ce débat, décider sur les priorités et la meilleure utilisation des fonds publics que l'on a aujourd'hui. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, voir que le développement d'Haïti ne se fera pas que par l'argent public, mais se fera effectivement, surtout je pense, par la capacité qu'aura Haïti à mettre en place une véritable capacité d'attirance pour des investissements haïtiens ou étrangers qui viendront effectivement développer le pays. Alors, concernant la crise politique, vous dites quoi? Vous souhaiteriez un dialogue, que ça se termine?
Je pense qu'il y a eu des initiatives de prise en faveur effectivement d'un renforcement du dialogue et de la discussion sur les grands enjeux. Le président a annoncé qu'il allait également convoquer les états généraux sectoriels, comme il s'était engagé au moment de la campagne électorale. Donc je pense qu'il y a effectivement là un certain nombre d'outils qu'il faut mettre en place, parce que je crois que la voie du dialogue et de la concertation est de faire face ensemble aux grands défis de demain, parce que Haïti est un endroit dans le monde. Le monde bouge, le monde évolue. Il faut qu'Haïti trouve sa place pleinement dans ce contexte international. Et ça se fera par un pays qui soit un pays stable, un pays où la démocratie fonctionne. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Il y a forcément des arguments de part et d'autre, mais un lieu où on a une véritable concertation. Donc la concertation, elle s'impose aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe selon vous, Vincent Degère? Je crois que la concertation, oui, elle est nécessaire, elle est indispensable dans tout fonctionnement démocratique. Et je crois qu'il faut qu'on fasse les efforts nécessaires pour donner vie à cette concertation. Et s'il faut infléchir des orientations ou quoi que ce soit, mais ça fait partie de ce débat et de cette discussion. Tout ça arrive dans un contexte où le départ de la MINUSTA, l'entrée en scène de la MINUJUST, donc cette mission qui est là pour appuyer la justice et un peu la police nationale en Haïti. Oui, c'est un grand défi, parce que on le sait bien que il n'y a pas que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il y a le pouvoir judiciaire qui est le troisième grand pouvoir et qui est important dans ce contexte. On voit bien qu'il y a dans la population aussi un sentiment d'impunité. On voit bien qu'il y a des difficultés à faire fonctionner cette justice correctement. Donc il faut lui donner des moyens nécessaires. Je pense qu'il faut aussi lui fixer des objectifs tout à fait clairs. On parlait tout à l'heure de l'administration publique et des fonctionnaires qui doivent rendre des comptes. Je pense qu'il faut aussi, bien sûr, que dans la justice, il y ait cette vision aussi de résultats, de travail réalisé et de résultats. Donc le nombre de cas instruits, le nombre de cas traités, etc., ça doit faire partie d'une modernisation globale du système judiciaire, d'une meilleure formation, aussi d'une claire entrée dans la carrière, parce que je crois que si on veut préserver l'indépendance des juges, qui est un élément incontournable et indispensable au bon fonctionnement de la justice, il faut que les modalités d'entrée dans la carrière, les modalités de développement de sa carrière, de promotion, etc., doivent faire l'objet de règles tout à fait claires et bien appliquées. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne la MINUJUST? J'espère que la MINUJUST va aider déjà à faire un diagnostic clair de la situation et de ce qu'il faut faire. Après, le faire, ça sera aux autorités haïtiennes de le faire, parce que on ne peut pas décréter une réforme de la justice. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une appropriation, et ensuite il faut trouver les moyens effectivement de mettre en œuvre cette vision et cette réforme en place. Mais sans véritable volonté nationale et sans appropriation nationale, il n'y aura pas de réforme. Faut être très clair. Moi, je l'ai vécu dans beaucoup d'autres pays où j'ai l'occasion de travailler. Donc, j'espère qu'on trouvera l'énergie nécessaire, la vision, les hommes et les femmes qui seront là et qui seront décidés, volontaires pour mettre en œuvre ce processus. C'est pas la MINUJUST qui va l'imposer, entre guillemets. C'est pas quelque chose qu'on décrète. La MINUJUST sera là pour appuyer, pour aider, avec l'ensemble des partenaires internationaux où nous sommes investis dans ce contexte-là. Mais encore une fois, c'est une question de vision, de volonté propre et d'appropriation. Donc là, il faut compter avec les Haïtiens. Il ne faut pas venir imposer des solutions toutes fabriquées aux Haïtiens. Donc il faut compter avec eux quand même. Tout à fait, mais je crois que c'est pour ça que je parlais de diagnostic tout à l'heure. Faisons ensemble ce diagnostic, mettons-nous d'accord sur les axes prioritaires de la réforme, sur ce qu'il convient de faire, à la fois sur la partie indépendance de la justice, qui est un élément, un pilier essentiel, et aussi sur la partie efficacité de la justice, modernisation, outils qu'il faut mettre en place. Il y a des solutions qui existent, j'ai vécu ce type de réforme dans d'autres pays, ça peut tout à fait se faire, mais l'élément essentiel, c'est l'élément de dynamisation et de volonté, effectivement, de travailler efficacement dans cette direction, comme quand on lutte contre la corruption. Là aussi, c'est prévention, répression. Et là, on a un arsenal, si je puis dire, de mesures que l'on connaît plus ou moins et qui sont applicables dans toute partie du monde.
Pour terminer, en Europe, quand même, certains problèmes. Il y a le Brexit, il y a ce qui se passe en Espagne. Est-ce que ça suscite quand même des préoccupations au sein de l'Union européenne avec la crise espagnole, la crise Catalogne? Écoutez, je crois que moi, ce que j'ai constaté en un an, j'étais à Bruxelles il y a un an pour la réunion des ambassadeurs. Je suis retourné plus récemment le mois dernier également. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup changé d'état d'esprit parce que les élections françaises, allemandes, etc. étaient ou passées ou en perspective. Et qu'il y avait un sentiment qu'il fallait plus d'Europe et pas moins d'Europe. Plus d'Europe en Europe elle-même déjà pour solutionner les problèmes de tous les Européens, que ce soit la migration qui reste un problème important, que ce soit le développement économique, même si aujourd'hui le développement économique européen est plutôt bon. On a des performances qui sont au-delà des taux de croissance qu'on avait espérés les années précédentes. Le chômage a été réduit également, donc les perspectives de l'économie européenne sont plutôt bonne. La question du Brexit, c'est un choix démocratique fait par nos amis britanniques que l'on respecte et que l'on est en train de négocier. Donc on est rentré dans la technique, si je puis dire, dans la discussion elle-même. Voilà, donc c'est ça donc je pense qu'il y a cette vision européenne interne, mais aussi une projection externe. Aujourd'hui, l'Union européenne veut être présente sur la scène internationale. Je crois que même les milieux internationaux demandent à l'Union européenne d'être présente sur la question des droits de l'homme. Nous sommes, vous savez, ça fait partie des éléments où on a toujours été très engagés. On reste fidèle à nos engagements de ce point de vue-là. La même chose sur le changement climatique. L'Union européenne est toujours un des champions, si je puis dire, dans la lutte contre le changement climatique. On va rester et on va continuer à intensifier nos efforts. On aura une réunion de la COP 23 à Bonn d'ici quelques semaines. Il y aura une conférence à Paris sur le financement du changement climatique en décembre. Donc il y a un ensemble d'initiatives que nous allons prendre. Nous avons pris l'initiative sur la préservation des océans. Ça aussi, c'est un thème qui doit interpeller Haïti, d'ailleurs, de ce point de vue-là, particulièrement. Donc voilà. Donc on est engagé sur tous ces objectifs et sur tous ces territoires. Et je crois qu'on va, en tant qu'Union européenne, assumer notre rôle de puissance internationale, on va dire, dans ce rayon-là. Tout en n'oubliant pas un autre élément qui pour nous est essentiel et que l'on a mis en place déjà depuis plus de 40 ans, c'est aussi la solidarité avec les pays ACP, comme on dit, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La convention de Lomé qui existe depuis 1975, donc on est effectivement très engagé dans ce processus-là et on va continuer à aider effectivement nos pays amis, nos pays en développement pas pour des intérêts géostratégiques ou quelconque, simplement parce qu'on souhaite effectivement avoir un meilleur développement sur notre planète, avoir effectivement un rééquilibrage des échanges et avoir des pays qui peuvent se sortir d'une situation de pauvreté dans laquelle ils sont. Donc là, pour la crise Catalogne, vous pensez que vous allez, l'Union européenne, en tout cas, on va résoudre cette crise? Moi, je crois qu'avant tout, c'est l'État espagnol qui va, avec les communes autonomes, devoir régler effectivement et gérer ce processus. Donc je crois que ça va se faire aussi dans le respect de l'état de droit, des normes qui sont là et qui doivent être respectées par tout et chacun. Merci beaucoup, ambassadeur Vincent Degea, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la coopération entre l'Union européenne et Haïti. On a beaucoup aussi parlé de la République dominicaine et Haïti. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et toujours à votre disposition pour parler de l'Union européenne et de l'avenir d'Haïti. Merci. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui, Maître Saint-Février et l'ambassadeur de l'Union européenne à Port-au-Prince, Vincent Degea. La reprise de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.